Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News RDC. En ce jour si particulier, permettez-moi, au nom de toute la rédaction, de vous souhaiter une joyeuse fête de la Nativité. Plus qu'une simple date dans le calendrier, cette célébration est pour notre nation un symbole puissant. C'est la promesse d'une lumière qui perce les ténèbres, une invitation à l'espérance, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Même lorsque l'actualité nous rappelle la fragilité de notre paix. C'est dans cet esprit d'exigence et de lucidité que nous nous retrouvons ce soir. Car la réalité de notre pays, elle, ne prend pas de pause. Derrière la quiétude de cette soirée se cache une actualité dense, parfois douloureuse, qui nous oblige à regarder les faits en face. Ce soir, nous irons dans l'Est, où l'appel à la paix du cardinal Ambongo se heurte au silence des armes et à une crise humanitaire qui ne dit pas son nom. Nous écouterons ensemble le message à la nation du couple présidentiel et nous le confronterons à la réalité du terrain. Nous irons ensuite à Kinshasa, où la colère des agents de Transco en grève sèche paralyse la capitale et expose une fracture sociale profonde. Puis, nous nous pencherons sur une grave affaire de détournement présumé de plus de 2 millions de dollars dans la province du Maniema, une affaire qui met notre justice au défi. Enfin, nous analyserons les ambitions économiques du pays. Entre la relance symbolique de Congo Airways et l'urgence criante de transformer nos richesses minières. Voici les titres. Notre premier grand dossier nous emmène au cœur du paradoxe congolais. Comment célébrer la naissance du prince de la paix quand une partie de notre territoire est à feu et à sang? La situation sécuritaire dans l'est du pays n'est pas une crise régionale. C'est une blessure ouverte qui menace la stabilité de toute la nation. Une épreuve quotidienne qui met en question la substance même de notre cohésion nationale. Ce 25 décembre, une voix puissante s'est élevée pour rappeler cette urgence. Dans son message de Noël, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a lancé un appel vibrant à un dialogue vrai et constructif. S'appuyant sur la parole du prophète Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Il a exhorté les Congolais à emprunter avec détermination le chemin de la réconciliation. Pour le cardinal, l'enfant de Bethléem est Emmanuel, Dieu avec nous, venu transformer l'histoire humaine et offrir une paix enracinée dans la justice. Il a rappelé la situation dramatique des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et de Kwamut, qui subissent les affres des conflits, des déplacements massifs et des violences qui déchirent le tissu social. La paix, a-t-il martelé, ne peut advenir sans une conversion sincère. Cet appel à l'unité et à la paix fait écho au message de vœux adressé hier soir à la nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la Première Dame. Le chef de l'État y rend hommage aux populations éprouvées et aux forces de défense. Nous vous invitons à écouter attentivement cet extrait important. Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FARDC et Wazalendo, tombées pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci, la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille. Partageant le même avenir, le même dessein sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion.
Et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour rappeler que la République n'est pas seulement une question de géographie, bien plus, c'est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. En cette nuit de paix et d'espérance, mes pensées vont aussi aux familles éprouvées, aux mères courageuses, aux enfants déplacés, aux personnes vulnérables, partout où elles se trouvent, et particulièrement là où la vie est devenue plus dure. Noël n'est pas seulement une date, c'est un temps de compassion, de partage et de présence. Parfois un geste simple, une attention, un mot, une visite, un repas peuvent réchauffer un cœur et redonner de la force. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Et ce soir, célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. Alors ce soir, gardons la foi, l'amour et cette lumière intérieure qui nous permet de tenir et d'aider les autres à faire de même. À l'aube de la nouvelle année, nous adressons un simple appel et essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Restons proches de celles et ceux qui souffrent, de nos familles endeuillées, de nos déplacés et de nos compatriotes vivant sous occupation. Notre unité nationale demeure notre plus grande force. Notre cohésion demeure notre meilleure réponse face à l'adversité. Et c'est ensemble, par la responsabilité, la solidarité et le respect de notre communauté de destin, que nous garderons le cap et que nous préparons des jours meilleurs. À toutes les familles congolaises, où que vous soyez, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année qui s'ouvre. Nzambe apambola bino, Nzambi kalusa kumuna, Nzambe anubeneja, Mungu ababariki. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui ont choisi cette terre comme leur maison. Notre unité nationale demeure notre plus grande force. Ces mots du président de la République sont forts, nécessaires. Il rend hommage aux populations de l'Est sous occupation, aux forces armées et aux Wazalendo tombés au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Il affirme avec solennité que la nation vous porte dans son cœur. Ce discours d'unité rappelle une vérité fondamentale. La République est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. Mais une fois les mots prononcés, que reste-t-il sur le terrain? La réalité est têtue. Les populations que le cardinal Ambongo a citées continuent de marcher dans les ténèbres de l'insécurité. Les déplacements de population se poursuivent, fragilisant un tissu social déjà exsangue. Le message présidentiel parle d'un Congo uni, d'une seule âme. Mais comment cette unité est-elle vécue par un citoyen de Béni, de Bunia ou de Kwamut qui a tout perdu, qui attend une protection que l'État peine encore à garantir pleinement et qui voit l'horizon de la paix s'éloigner chaque jour un peu plus? Cette situation nous pousse inévitablement à nous interroger. Au-delà des hommages légitimes, quelles actions concrètes et urgentes le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour que l'unité nationale ne soit pas qu'un vœu pieux pour les populations de l'Est? Et si le dialogue est la seule voie, comme le souligne le cardinal, pourquoi les initiatives diplomatiques peinent-elles autant à se traduire par une paix durable sur le terrain, ressentie dans les villages et sur les collines? La crise sécuritaire n'est pas qu'une affaire militaire. Elle a des conséquences économiques et sociales dévastatrices qui sapent la confiance des citoyens en leurs institutions. Une défiance qui s'exprime parfois de manière explosive, comme nous le voyons actuellement à Kinshasa.
une grève au sein d'une entreprise publique n'est jamais un simple conflit du travail. Quand il s'agit de Transco, l'opérateur de transport en commun de la capitale, la crise révèle des fractures sociales bien plus profondes. Elle expose les défis immenses de la gestion étatique et les conséquences directes de cette gestion sur la vie de millions de Quinois. Les faits sont simples et brutaux. Depuis le 23 décembre, les agents de Transco ont déclenché une grève sèche, après une assemblée générale où le désespoir a pris le pas sur la patience. Leurs revendications sont claires, vitales. Le paiement de 2 mois de salaire en retard, ceux de novembre et de décembre 2025, et de 7 mois de primes impayées. Une situation que les travailleurs jugent intenable, surtout en cette période de fête où les charges familiales sont lourdes et où la dignité humaine est mise à rude épreuve. Mais la colère va au-delà des salaires. Les grévistes dénoncent des conditions sociales dégradantes, allant jusqu'à évoquer la distribution de poulets avariés et de riz de mauvaise qualité par leur direction. Depuis hier, le 24 décembre, la paralysie est totale. Aucun bus n'a quitté les dépôts stratégiques de Massina et de Limete. Pour des millions d'habitants de Kinshasa, se déplacer est devenu un parcours du combattant, aggravant les difficultés d'une vie quotidienne déjà éprouvante. Des agents qui disent être arrivés au bout de leur souffrance ont barré l'accès au dépôt de Limete. Ils pointent une mauvaise gestion du comité de direction. Le climat s'est encore alourdi avec des arrestations signalées dans la nuit. Certains grévistes auraient été interpellés et conduits vers une destination inconnue, ajoutant la peur à la précarité. Les travailleurs accusent également le représentant du vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, au conseil d'administration, M. René Bonganga, d'adopter un comportement belliqueux et intimidant, multipliant les menaces à leur encontre. Ce conflit soulève des questions fondamentales sur la gestion de nos entreprises publiques. Comment une entreprise aussi essentielle à la vie de la capitale peut-elle se retrouver dans une telle détresse financière au point de ne plus payer ses agents pendant des mois? Et alors que les travailleurs ne réclament que leur dû, les menaces et les arrestations sont-elles la seule réponse qu'un État qui se veut social peut leur apporter? Ce délitement dans la gestion d'une entreprise d'État n'est pas un incident isolé. C'est un symptôme d'un mal plus vaste qui touche la gestion des fonds publics, un mal qui prend aujourd'hui une dimension spectaculaire dans la province du Maniema. Le dossier que nous ouvrons maintenant est un cas d'école. Il illustre la tension permanente entre la lutte contre la corruption, affichée comme une priorité au plus haut sommet de l'État, et les mécanismes de pouvoir qui, sur le terrain, semblent parfois protéger les accusés plutôt que ceux qui osent briser le silence. L'affaire éclate au grand jour le 22 décembre dernier, mais ses racines sont plus profondes. Le député national, Émile Hassani bin Ibrahim, saisit officiellement le procureur général près la Cour de cassation. Il demande l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au sein du gouvernement provincial du Maniema. Les chiffres avancés sont vertigineux. Ces soupçons, initialement dénoncés par le vice-gouverneur de la province lui-même dans une lettre datée du 5 décembre, portent sur un montant de 1 993 820 $ américains et de plus de 7 336 millions de francs congolais. Des sommes colossales qui se seraient volatilisées des caisses de la province. La suite des événements est pour le moins surprenante et profondément inquiétante pour notre démocratie. Le 19 décembre, au lieu de voir une enquête diligentée pour faire la lumière sur ces accusations gravissimes, c'est le lanceur d'alerte, le vice-gouverneur, qui a été destitué par l'Assemblée provinciale. Un vote qui a eu lieu sans que les faits qu'il dénonçait ne soient examinés au fond. C'est ce paradoxe, cette inversion des rôles où l'accusateur devient la cible, qui a poussé le député Hassani à porter l'affaire au niveau national. Il affirme s'inscrire dans la vision du président Tshisekedi de lutte contre la corruption et appelle la justice à jouer pleinement son rôle pour établir les responsabilités au-delà des jeux de pouvoir locaux. Cette affaire, qui défraie la chronique au Maniema,
place nos institutions face à leurs propres contradictions. Quand un lanceur d'alerte est destitué au lieu d'être protégé, quel message cela envoie-t-il à ceux qui, dans tout le pays, voudraient dénoncer la corruption au sein de l'État? Quand une assemblée élue choisit de faire taire un lanceur d'alerte plutôt que d'enquêter sur un trou potentiel de plus de 2 millions de dollars dans les finances publiques. Qui sert-elle vraiment? Le peuple du Maniema ou les architectes du système mis en cause? De la gestion des finances d'une province à celle des grandes stratégies économiques du pays, il n'y a qu'un pas, car c'est bien la bonne gouvernance et la confiance qui conditionnent la réussite de nos ambitions nationales. La République démocratique du Congo est à un carrefour économique, tiraillé entre des symboles de souveraineté retrouvés et des défis structurels qui entravent son développement. D'un côté, le pays regarde vers le ciel avec la renaissance de sa compagnie aérienne. De l'autre, ses pieds restent englués dans les problèmes fondamentaux de son secteur minier, le véritable moteur de son économie. Un symbole puissant de cette volonté de renaissance a atterri hier à l'aéroport de Ndjili. Il s'agit d'un Embraer E190, baptisé Lac Munkamba, le premier de 3 aéronefs acquis par la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, pour être mis à la disposition de Congo Airways. Cet appareil de 97 places, avec une autonomie de vol de près de 6 heures, marque la reprise des activités de notre compagnie nationale, clouée au sol depuis avril 2025. C'est le signe d'une stratégie de diversification des investissements de la CNSS qui devient un acteur clé dans le financement de projets structurants. Pour le président du conseil d'administration de Congo Airways, cette relance est essentielle à la consolidation de l'unité nationale. Mais un symbole, aussi puissant soit-il, ne peut faire décoller une économie à lui seul. Pendant que le Congo célèbre cet avion, ses plus grands défis restent enfouis sous terre. L'ONG Resource Matters a récemment publié un livre blanc sur la transformation locale de notre cuivre. Son message est un appel à l'action et à la cohérence. Pour que nos minerais créent de la valeur et des emplois ici, 2 obstacles majeurs doivent être levés. Le premier est le déficit énergétique chronique. Pas d'industrie de transformation sans un accès à une énergie fiable, suffisante et à un coût compétitif. Le second est la non-application du Code minier de 2018, qui exige pourtant que les entreprises soumettent un plan de traitement local de leurs extractions. Une disposition qui, 7 ans plus tard, semble être tombée en désuétude. Cette volonté de maîtriser notre secteur minier se heurte à d'autres contradictions. La décision du ministre des Mines de suspendre l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt le 19 décembre vise à mettre fin aux transactions illicites. Mais au Lualaba, cette mesure menace des milliers de familles qui vivent de cette activité et pourrait provoquer des tensions sociales explosives. En parallèle, ce même ministre affiche sa détermination à prioriser l'expertise des géologues congolais pour une meilleure connaissance de notre sous-sol. Et pour 2026, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, réaffirme sa volonté d'attirer les investisseurs. Le pays affiche ses ambitions, mais le chemin entre la vision et la réalité reste semé d'embûches structurelles. Ces grands défis économiques ne doivent pas nous faire oublier que pour beaucoup de nos compatriotes, l'urgence est simplement de vivre ou de survivre au quotidien. La période des fêtes agit comme un révélateur. Elle expose sans phare les profondes inégalités de notre société. D'un côté, des élans de générosité remarquables qui témoignent de notre humanité. De l'autre, des situations de détresse structurelle qui rappellent l'ampleur du chemin à parcourir pour bâtir une nation véritablement solidaire. La solidarité a pris le visage de l'initiative Noël pour tous, lancée par la Fondation Lona. Le 24 décembre, ces équipes se sont déployées à travers le pays. À la prison centrale de Makala, à Kinshasa, le message était fort. Noël ne s'enferme pas. Des vivres, des matelas et des vêtements ont été distribués. Mais l'action va plus loin, avec la réhabilitation des pavillons pour femmes et enfants et un projet d'adduction d'eau.
le coordonnateur de la fondation, Joël Makubikwa, a rappelé aux détenus leurs valeurs, soulignant que leur avenir ne s'arrête pas ici. Des actions similaires ont eu lieu à Lubumbashi, Kananga ou encore Beni. C'est l'image d'une nation qui tente de prendre soin de ses membres les plus fragiles. Mais ce geste de compassion se heurte à une réalité carcérale alarmante. À Butembo, dans le Nord Kivu, la prison centrale illustre cette crise systémique. Conçue pour accueillir 180 détenus, elle en abrite aujourd'hui 1371. Une surpopulation inhumaine, un drame silencieux. Hier, 27 prisonniers, poursuivis pour des faits bénins, ont été libérés pour tenter de désengorger ce lieu. L'ONGDH REDO a salué cette action, mais elle ne résout pas le problème de fond, un système judiciaire et pénitentiaire à bout de souffle, qui broie des vies. Parfois, un besoin aussi essentiel que l'accès à l'eau devient un cadeau de Noël. À Beni, dans le quartier Sayo, la MONUSCO a lancé le financement d'un projet d'adduction d'eau. Pour la population, c'est la fin d'un calvaire, celui des longues distances à parcourir pour trouver de l'eau et des maladies hydriques qui en découlent. C'est une aide vitale. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO, Abdourahmane Ganda, a déclaré « Nous nous sommes empressés pour faire ce cadeau de Noël à la population parce qu'on ne voit pas ce qu'on peut offrir à un être humain qui est mieux que l'eau. » Des mots qui touchent, mais qui soulignent aussi notre dépendance à l'égard des partenaires extérieurs pour des services que l'État devrait assurer. Solidarité, détresse et dépendance, les trois visages d'une nativité en terre congolaise. Au-delà de ces grands dossiers, d'autres nouvelles, plus brèves, ont marqué l'actualité de ces dernières heures. La coopération sino-congolaise a permis la tenue d'une conférence à Kinshasa. 1000 jeunes Congolais ont été formés sur 3 thèmes, le génie minier, l'ingénierie des infrastructures et la construction moderne, ainsi que les interventions d'urgence et secours. Des opportunités de recrutement auprès d'entreprises chinoises ont été offertes à l'issue de ces sessions. En politique, dans une analyse, l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, estime que le bilan économique du président Tshisekedi le place en position de force. Il souligne que le budget a triplé et les réserves de change quintuplées et projette pour l'avenir un triptyque axé sur la sécurité, le social et les infrastructures, avec un PIB qui pourrait atteindre 145 milliards de dollars. Au cœur de notre gouvernance, le vice-ministre du budget Élisée Bokumwana a adressé un message de vœux à la nation. Il a appelé à l'unité, à la stabilité et à la consolidation des acquis économiques et sécuritaires, exhortant à un sursaut collectif au service de l'intérêt général pour l'année 2026. Un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Au Maroc, retournement de situation spectaculaire pour le Burkina Faso, qui a battu la Guinée équatoriale 2-1. Mené jusqu'à la 85e minute, les étalons ont marqué 2 fois dans le temps additionnel pour arracher une victoire inespérée. Victoire également pour le Cameroun, qui s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0 face au Gabon. Le but des Lions indomptables a été marqué en tout début de match par Karl Eta Eyong et validé après consultation de l'arbitrage vidéo. L'heure est venue de clore ce journal. 4 faits marquants ont dominé l'actualité de ce 25 décembre. L'appel à un dialogue sincère pour la paix dans un Est toujours meurtri, résonnant comme une exigence morale pour l'ensemble de la nation. La colère sociale qui gronde à Kinshasa avec la grève de la Transco, révélatrice d'une fracture persistante entre les travailleurs et certaines pratiques de gestion publique. La lutte contre la corruption, mise à l'épreuve par l'affaire de détournement présumé au Maniema, attend désormais une réponse ferme et impartiale de la justice. Les ambitions de relance économique, symbolisées par le retour dans les airs de Congo Airways, un espoir confronté à des défis structurels majeurs encore non résolus. En ce jour d'espérance, l'actualité rappelle que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice.
et la justice commence là où l'indifférence s'arrête. Toute l'équipe d'Inside News RDC se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Nous nous retrouverons demain, à la même heure, pour un nouveau rendez-vous avec l'information. Que la lumière de cette nativité éclaire les décisions de nos dirigeants et apaise les cœurs de tous les Congolais. Très bonne soirée à tous.